Monsieur Delbouille, vous êtes un passionné de bégonia, je crois. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion du bégonia? C'est assez fortuit parce que depuis que j'ai les yeux ouverts, je crois que je suis attiré par les fleurs de manière générale et je me suis toujours connu avec les mains dans la terre. Et je crois que après avoir cultivé des années et des années durant les fleurs que tout le monde cultive, j'ai découvert le bégonia, que j'étais encore bien jeune, en 1953, en visitant à Spa le jardin de M. Victor Ancard, qui y exposait une remarquable collection de bégonias pour l'époque. Qui était ce monsieur Victor Ancard? Monsieur Victor Ancard est un amateur qui est devenu professionnel de l'horticulture et qui était président fondateur de la Société belge du bégonia. Je crois que c'est une personnalité marquante de 2 ou 3 générations qui nous précèdent, étant donné qu'il est toujours aujourd'hui en activité, qu'il a toujours le même jardin superbe et qu'il a atteint l'âge respectable de 86 ans. Et comment avez-vous commencé, en fait? Mais c'était des débuts difficiles, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, les enfants n'avaient pas les sous que nous leur donnons aujourd'hui, et j'avais en tout et pour tout 20 francs dans mon porte-monnaie, et le désir de posséder des bégonias. Mais le choix était simple, ou j'achetais 2 bulbes, ou j'achetais un paquet de graines. Or 2 bulbes ne m'auraient jamais suffi, étant donné que c'était déjà par dizaines et par centaines que je cultivais d'autres plantes. Aussi, j'ai risqué le paquet de graines, malgré, je dirais, tous les conseils négatifs qu'on m'avait donnés. Et ce fut un coup de chance, parce que j'ai réussi alors que j'aurais dû échouer. Pourquoi cela? Parce que c'est quand même une culture relativement délicate qui requiert du matériel et quelques connaissances générales que je n'avais pas à l'époque. Et j'ai bêtement semé des bégonias dans des conditions absolument insuffisantes pour réussir ce semis. Une caisse à l'air libre dans la salle à manger de ma grand-mère, hein, alors que ce n'était pas particulièrement chauffé et qu'il faisait sec néanmoins. Enfin, c'était horrible, mais ça a réussi. Et si ça n'avait pas réussi, il est fort probable que je n'aurais jamais recommencé. Donc ça a réussi et vous avez continué, donc. Mais vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais alors comment avez-vous fait tout de même, puisque vous dites une culture difficile? Oui, mais à ce moment-là, à partir du moment où vous réussissez, mais on commence à trouver un peu des fonds, on commence à trouver que les activités du petit sont intéressantes pour la décoration du jardin. Hein, et l'année d'après, c'est pas un paquet, mais c'est 2, puis 3, puis beaucoup de paquets de bégonias qui me sont passés dans les mains et se sont trouvés dans le jardin. Quel âge aviez-vous à l'époque? Une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a attiré spécialement dans le bégonia? C'est une fleur fascinante, opulente, dont les coloris attirent très fort le regard. C'est extrêmement décoratif. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un défi, parce qu'il n'y en avait pas partout. Et avoir des bégonias représentait peut-être quelque chose, comme je crois que c'est encore le cas pour beaucoup de personnes pour le moment. Et on croit que c'est inaccessible, mais quand on raisonne bien le problème, je crois qu'on parvient à des résultats assez facilement. Que faut-il faire pour réussir une culture de bégoniales? Il faut bien connaître les exigences de la plante. C'est une très longue histoire, la question que vous me posez là-bas. Et y attacher pas mal d'importance. Il faut avoir un bon substrat, il faut avoir une bonne race, il faut savoir arroser, il faut choisir son exposition. Et il faut nettoyer la plante, l'entretenir normalement et l'arroser, hein, en résumé. Bon, vous dites un bon substrat, une bonne race, mais où peut-on trouver le bon substrat et la bonne race? Mais ce sont des méchantes questions, parce que les bons substrats, il y en a beaucoup, mais ceux qu'on trouve dans le commerce ne sont pas garantis, à mon avis, convenir pour la culture du bégonia. Ce qu'on demande d'un substrat pour la culture du bégonia, c'est d'abord qu'il soit très aéré, pour assurer une bonne aération des racines, et qu'ensuite il soit nutritif. Enfin, il doit retenir l'eau raisonnablement, et le tout, bien entendu, harmonieusement. Pour donner un exemple de mauvaises circonstances, cette année, très pluvieuse, la croissance des bégonias a été mauvaise partout,
étant donné que le sol gorgé d'eau a asphyxié les racines, ceci à peu près généralement, et y compris chez les professionnels gantois qui cultivent les bégonias par millions. Il existe de nombreuses variétés de bégonias tubéreux. La plus connue est sans conteste la variété de bégonia tubéreux double à grandes fleurs. Ensuite viennent les bégonias fimbriata ou à fleurs d'œillet qui sont déjà moins connues. Ensuite, les bégonias cristata qui sont des bégonias simples. Les bégonias fantaisie qui sont alors connus sous des noms particuliers, boutons de rose, picotés, il serait injuste de ne pas mentionner un certain nombre de bégonias multiflores qui se propagent ceux-ci par bouture et qui répondent au nom de flamboyant, rouge vif, ami-jambard, orangé, bijoux de gants, orangé également, Hélène Arms, jaune canari, Madame Richard Gall, orangé également. Ça, ce sont les grandes races commerciales belges. J'en oublie probablement encore. À côté de ça, il y a encore d'autres types qui se trouvent dans les collections, bien entendu. Des bégonias dits cristata, avec des crêtes au centre des pétales, et d'autres races qui sont de semis. Et on parle beaucoup pour le moment des variétés non-stop, mais qui ne procèdent pas de la même approche. En ce sens que ceux que j'ai cités en premier lieu se vendent sous la forme de tubercules, et les non-stop, c'est une variété pour horticulteurs destinée à la vente sous forme de plants fleuris en début d'année. La reproduction du bégonia en grande quantité se fait par voie sexuée. Il faut savoir que le bégonia comporte des fleurs de deux sexes séparés. Nous voyons d'abord ici une fleur mâle, dans le cas du bégonia cristata que nous avons vu tout à l'heure, avec au centre les étamines qui fournissent le pollen. Et par ailleurs, nous voyons ici une fleur femelle, au centre de laquelle se trouvent les stigmates. Par l'arrière, nous voyons une autre différence entre les fleurs mâles et femelles. Nous voyons bien entendu qu'à l'arrière de la fleur mâle, il n'y a rien, et qu'à l'arrière de la fleur femelle, il y a un ovaire trilobé. En fait, c'est ceci la fleur femelle, donc. C'est ceci la fleur femelle, c'est ceci l'ovaire, oui. Alors, la reproduction dans nos pays se fait quasi exclusivement artificiellement, étant donné que nous ne possédons pas les insectes qui sont attirés par les bégonias. C'est très simple, on prend un petit pinceau, on passe ce petit pinceau sous les étamines afin de recueillir le pollen indispensable et on transporte ce pollen sur la fleur femelle. Et on l'étale gentiment en faisant garde de ne pas briser les stigmates. On recommence l'opération. Et voilà, c'est terminé. Si l'opération a réussi, d'ici quelques jours, la fleur femelle se présentera comme ceci et aura donc perdu sa corolle. Et nous pourrons espérer récolter les graines d'ici 5 à 6 semaines. Dans le cas des bégonias à fleurs doubles, le problème est un peu plus compliqué parce que dans le cas de la fleur mâle, telle que vous en voyez une ici, il n'y a normalement pas d'étamines. Donc pas de pollen, donc pas de possibilité de reproduire la plante. Mais la nature fait bien les choses, car en fin de saison, la plante, tout en s'épuisant et se préparant au repos, dégénère quelque peu et certaines fleurs mâles se présentent alors telles que cette fleur-ci. Et nous voyons réapparaître dans une fleur semi-double, nous voyons réapparaître des étamines et du pollen. À ce moment-là, le croisement se fait de la même manière que dans le cas précédent, avec un petit pinceau. Nous conservons bien entendu toujours le même pinceau pour la même plante paire et avec cela nous pouvons faire toute une série de croisements. Et voici comment nous pratiquons. Prenons du pollen délicatement. Puis nous le transférons sur une fleur femelle. Voyons ici une fleur d'une autre couleur, d'une variété donc aussi de grande qualité. Et le processus est le même. Après quelques jours,
les pétales tombent et après 5 à 6 semaines, nous pouvons, en cas de succès, espérer avoir quelques centaines, voire quelques milliers de graines dans une seule gousse. Alors, l'opération de fécondation proprement dite est terminée, mais comme il est bon de connaître l'arbre généalogique de ses enfants, on étiquette la fleur femelle et on met une petite étiquette avec un petit numéro qui est repris dans un petit carnet et qui établit ainsi le pédigré de la descendance. Une technique peu connue de multiplication du bégonia est le bouturage. Celui-ci est essentiellement un procédé d'amateur qui s'applique dans les cas où l'on veut propager des variétés sélectionnées auxquelles on tient particulièrement, ou bien encore des variétés de prix que l'on a pu acheter, par exemple, en Angleterre, pour des prix que je n'oserais citer. Ce bouturage peut se faire à diverses périodes. Une première manière de bouturer consiste à prélever les jets surnuméraires qui apparaissent sur les tubercules lors de la mise en végétation. C'est la technique la plus simple. La plupart du temps, ces yeux qui sont enlevés dès qu'ils ont 7 à 10 cm de hauteur sont déjà enracinés à la base. Ils sont détachés très délicatement du tubercule et mis à enraciner, à l'étouffer comme toute autre bouture. Ce qui est certainement plus difficile, mais qui marche avec un assez bon résultat, est la bouture herbacée que l'on peut faire durant l'été, c'est-à-dire dès que les plantes présentent des ramifications et pas plus tard que le 15 août, étant donné le délai pris pour l'enracinement et l'établissement de la plante et finalement la formation du tubercule. Le bouturage herbacé ne marche qu'à une seule et importante condition, c'est que l'on prélève dans la plante mère un œil stipulaire que nous montrons ici, qui est fondamental pour non pas la reprise de la plante, mais le redémarrage du jeune bulbe qui sera là-bas au printemps. Si cet œil stipulaire, sur lequel j'insiste lourdement, n'est pas prélevé, on aura un tubercule qui passera l'hiver, mais ça ne regermera jamais. C'est cet œil qui fait la nouvelle tige au printemps. Alors donc, c'est un peu de gymnastique qui consiste à passer un greffoir bien affûté le long du tronc, une autre coupe le long du pédoncule, et voilà. Voilà donc la bouture prélevée, et l'œil stipulaire est toujours bien là. Comme dans tout bouturage, on supprime les fleurs, les boutons, pour ne pas épuiser inutilement la plante. Et dans le cas du bégonia, on enracine ça dans un mélange de sable blanc et de tourbe. Et vous avez vu, le pot était déjà étiqueté de manière à pouvoir identifier le bulbe, bien entendu, par la suite. D'ici à 3-4 semaines à l'étouffer, cette plante aura des racines et alors se présentera telle que celle-ci que j'ai arrachée pour montrer le genre de racines. À ce moment-là, il convient de donner un milieu plus nutritif à la plante et elle est repiquée en motte ou en arachis, ça n'a pas d'importance, dans un milieu plus nutritif et toujours étiqueté, bien entendu. Et de nouveau, 1 mois plus tard, revoici une petite plante qui n'est pas mal du tout et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, qui joue un rôle important lors de la reproduction parce que les fleurs qui apparaissent sur ces boutures comportent très souvent du pollen alors que les mêmes variétés sur les pieds mères n'en comportent pas. Et c'est un processus fort important. Et donc, en 2 mois, cette bouture a fleuri. En 2 mois, cette bouture a continué sa vie. Elle a été freinée pendant 3-4 semaines et puis a refleuri. D'autres types de boutures peuvent également être réalisées. Il s'agirait de plus classiques boutures de tête. Ici encore, le problème est le même. Il convient d'enterrer à la base de la bouture un œil stipulaire intact, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais se servir d'une bouture dont l'œil de base a fleuri. C'est absolument indispensable. Alors ici, c'est une branche cassée que nous allons valoriser
Donc c'est comme des boutures de géranium, c'est pas beaucoup plus compliqué. On coupe, on enlève la feuille latérale sans détruire le précieux œil stipulaire. C'est terminé, il n'y a plus qu'à planter la bouture et à attendre comme dans l'autre cas. Nous avons reconstitué ici l'évolution d'une fleur femelle telle qu'elle est au départ, depuis la fleur jusqu'au fruit. Nous voyons ici un exemplaire mûr. Premier stade, la fleur femelle. Deuxième stade, quelques jours après la fécondation. Troisième stade, 2 à 3 semaines après la fécondation. Et enfin, le fruit mûr, prêt à être récolté. Ici, ce fruit mûr se caractérise par le fait qu'à l'arrière du fruit apparaissent les petites fentes qui laissent voir les graines. Nous allons récolter un fruit et regarder les graines. Pour cette opération, il faut être extrêmement délicat parce qu'un mauvais geste imprécis et toutes les graines sont par terre. Nous allons essayer de voir s'il y a des graines dans cette gousse. Oui. Les graines de bégonia sont extrêmement fines. Il y en a entre 25 000 et 75 000 par gramme. Les bonnes graines roulent alors que les ovules non fécondés collent sur la paroi de la porcelaine par exemple ou sur une feuille de papier. C'est ce procédé qui est utilisé pour les séparer. Il va sans dire que ce que vous venez de voir, ce sont des graines à pédigré qui sont soigneusement repérées par la petite étiquette que vous avez vue qui garnissait chacun des stigmates fécondés. Et de cette manière-là, nous repérons chacun des croisements. Les graines sont entreposées dans un petit flacon et elles sont sémées séparément l'année prochaine. Nous allons assister à une démonstration d'arrachage du bégonia tubéreux. Cette opération s'effectue en fin de saison, après que les froids aient ralenti la croissance et préparé la dormance des plantes. Ici, il a gelé, mais l'opération peut très bien se faire aussi avant le gel et presque toujours à la fin du mois d'octobre. L'opération est simple. On soulève la plante, on enlève le gros de la terre. Si la tige tient, on n'insiste pas, on sectionne 5 cm plus haut, on entrepose, on passe au suivant. La tige tient. Vous voyez que je n'insiste pas pour enlever la terre. C'est une autre manière d'assurer la progressivité du passage de la période active à la période de repos. Comme ça, le tubercule va tout doucement se dessécher. Et lorsque nous le nettoierons, bien, ce ne sera plus qu'un jeu d'enfant d'enlever cette terre encore un peu humide. Voilà, ici, ça s'est fait tout seul. Bien qu'il ait gelé, ces tubercules vont bien hiverner et repousseront normalement ici au printemps prochain. Il est évidemment préférable d'arracher ces plantes avant qu'il n'ait gelé, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile. Mais d'ici quelques 3 semaines, les bégonias que nous venons d'arracher auront cet aspect ici. Ceux-ci, ne vous formalisez pas, ils sont rangés dans des caisses à cloison, c'est uniquement parce qu'il s'agit de variétés séparées et dénommées. Alors, ici, il ne gelait pas quand on a arraché les tubercules, vous voyez que la tige est encore bien verte, et nous allons procéder au nettoyage. Nettoyer sans insistance, parce que généralement ce n'est pas nécessaire. Et cette fois-ci, vous voyez, la tige tombe toute seule, comme l'ombilic d'un enfant, sur lequel non plus il ne faut pas insister quand il ne veut pas tomber, c'est le même problème. Ça va tout seul, ne pas trop nettoyer,
Parce que sinon, vous allez handicaper la plante, enlever des racines utiles pour l'année prochaine. Et qui sait, peut-être la blesser et initier la pourriture. Les bulbes que l'on trouve dans le commerce sont très nettoyés pour des raisons phytosanitaires, mais qui ne concernent pas l'amateur. Plus les bulbes sont nus, plus il faudra mettre des matériaux inertes tels que la tourbe ou le sable pour assurer leur conservation durant l'hiver. Cette conservation, on la fera dans une cave où il ne gèle pas bien entendu, mais où il ne fait pas chaud non plus. Parce que les bégonias, comme beaucoup d'autres plantes, subissent durant l'hiver une opération qu'ils appellent vernalisation et qui prépare la prochaine floraison. Autrement dit, le froid est utile pour la préparation du printemps. Là, vous voyez, les tiges tombent à ce moment toutes seules. Dans cette caisse se trouvent des bégonias très âgés. Il y en a qui ont 6 et 7 ans et qui n'ont pas dégénéré pendant toute cette période, bien que l'on préfère néanmoins toujours rajeunir la collection chaque fois que l'on peut faire des boutures. Il faut dire aussi que le prix des bulbes, lorsqu'on peut les acheter dans le commerce, décourage de les jeter évidemment. Surtout ceux-là qui coûtent plusieurs centaines de francs pièce. Lorsque les plantes sont cultivées en pot, il convient de préparer d'une manière artificielle le repos de la plante. Le froid ne règne pas dans cette serre, alors il faut un petit peu forcer le retour en arrière et l'entrée en dormance de la végétation. Première opération, on enlève le tuteur. Deuxième opération, très barbare, on casse la tige à 10 cm du sol. Troisième opération, on pose le pot sous la tablette où il va séjourner quelques semaines jusqu'à ce qu'il soit complètement desséché et que la tige tombe, comme pour les problèmes de culture en plein air. Il faut donc plus arroser. Il est à souligner qu'il n'est pas bon de prolonger inutilement la période de végétation des bégonias tubéreux. Il est en effet démontré que plus la période de végétation est longue, moins bonne est la conservation du tubercule. C'est donc uniquement quand on a d'excellentes raisons de les maintenir en végétation, telles que par exemple la production de graines, que l'on le fait. Lorsque la culture est effectuée en pot, voilà dans quel état nous retrouvons nos plantes après 2 ou 3 semaines d'entreposage sous la tablette. Alors il faut à ce moment-là les arracher comme on ferait pour des plantes cultivées en pleine terre. De nouveau, si la tige tient encore au tubercule, ne pas insister, mais la recouper. Ceci est un cas idéal où le bulbe se nettoie parfaitement, mais il est aussi des cas où on est parfois bien embarrassé et où le bulbe refuse de se mettre au repos. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons le voir bientôt sur la dernière plante que nous allons dépecer. Et que voilà. Que s'est-il passé? Bien, dans ce cas, la plante est morte au ras du pot, et puis Dieu sait pour quelle raison, soit parce que le terreau n'était pas sec, soit parce qu'au contraire on l'a arrosée par erreur, elle s'est mise à repousser
après un bref repos, comme elle l'aurait fait au printemps. Dans un cas tel que celui-là, pas de quartier, il faut supprimer cette végétation. Et comme ça, on a des chances de voir le tubercule redémarrer au printemps. Sinon, si on se laisse attendrir, on aura probablement tout perdu. Lors de notre prochaine émission Chlorophylle et Oxygène, André Delbouille vous livrera ses petits secrets de semis, de repiquage, de culture. Rendez-vous donc le 25 avril à 16h40.